dire exactement ce que c'est que le harcèlement. Est-ce que l'isolement c'en est? Est-ce que alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'une insulte, c'est du harcèlement? Voilà, c'est pour ça que je parle d'escalade, ça veut dire que c'est pas une fois une insulte, ça suffit pas évidemment, deux non plus vraisemblablement, donc il y a une espèce de répétition en effet qui est nécessaire pour parler de harcèlement. Maintenant, il faut faire attention aussi parce que il peut y avoir pour nous adultes des quolibets, des choses qui sont dites qui ne nous paraissent pas très graves, mais qui sont absolument horribles pour l'enfant lui-même. Et c'est la seule chose qui compte, c'est sa perception de ce qui est horrible ou pas. Moi, je me souviens d'un petit garçon qui avait été élu délégué et on l'embêtait que là-dessus, en fait, en disant que c'était un mauvais délégué de classe. Ce qui peut paraître très partiel, très parcellaire, mais comme lui, il considérait qu'il était Premier ministre, évidemment, depuis qu'il avait été élu délégué, ça le touchait terriblement. Il n'y a pas de petites insultes, il n'y a pas de petits faits de harcèlement, ça n'existe pas. Vous parliez très justement, très pertinemment de l'isolement, qui pour moi est complètement exclu du champ d'intervention de l'institution, puisque quand on va sur le site de l'Éducation nationale, on se perçoit que l'isolement n'est pas pris en considération, en tout cas n'est pas défini comme faisant partie de ça. Or, moi je pense que ça crée des souffrances aussi fortes que le harcèlement, le fait d'être isolé, le fait d'être jamais invité à aucun anniversaire, le fait d'être complètement ostracisé dans la cour, de jamais être celui avec qui on veut faire soit les travaux collectifs de groupe, soit sur les équipes sportives, donc être toujours celui à qui on ne parle pas, je veux dire l'indifférence, ça blesse autant à certains moments que certains quolibets ou moqueries. Donc en effet, l'ado, il veut être aidé, l'ado plus vieux aussi veut être aidé, mais il ne veut pas qu'on intervienne à sa place, c'est totalement différent. On peut très bien aider en étant à côté de l'enfant ou de l'ado, mais pas faire à sa place, parce qu'eux ont une conscience très claire du fait que si on va faire à leur place, alors, paradoxalement, on accentue leur vulnérabilité. Or, c'est bien la vulnérabilité qui est le premier ingrédient du harcèlement, parce que c'est ce que va percevoir l'enfant harceleur ou l'adolescent harceleur et son groupe, et c'est ce sur quoi il va s'appuyer, puisque précisément, il n'y a aucun risque. Quelle est la place des témoins? Parce qu'en fait, il y a le harcelé, le harceleur, et puis il y a tous ceux qui sont autour. Eux, ils trouvent que leur position est peut-être justement bien parce que c'est l'autre qui se fait harceler et pas eux. Quelle est leur position à tous ceux qui sont autour? Il y en a qui aimeraient aider et qui ne font pas. Non, ils font pas. Ils font pas parce qu'il y a une émotion, encore une fois, qu'on oublie, parce que je trouve assez peu analytique de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que, je dis ça parce que comme toutes les campagnes actuellement sont adressées vers les témoins en disant « Interviens, si tu es témoin », ces mêmes personnes qui, à mon avis, n'interviennent pas quand ils voient une jeune fille se faire agresser dans le métro, mais enfin, peu importe. C'est bien de donner des leçons aux jeunes. Ils oublient quelque chose de fondamental et pourtant, ils sont très amnésiques, hein, parce qu'on en a tous, à mon avis, un souvenir assez clair si on prend le temps de s'y reposer. C'est qu'on a super peur dans ce genre de situation quand on est témoin. On a super peur parce qu'on se dit, on a super peur d'intervenir, parce qu'on se dit si j'interviens, je vais être le prochain sur la liste. Et qui on est pour leur dire pas du tout, chérie, vas-y, interviens, tu ne prends qu'un risque. C'est mentir. C'est évidemment mentir. Il y a un risque, évidemment. Ce qui, en revanche, n'enlève pas l'autre émotion dont vous parlez tout à fait pertinemment et qui est la culpabilité. C'est-à-dire que je pense que la grande majorité est en culpabilité. Mais ils ont plus peur qu'ils se sentent coupables. Concrètement, quelles questions ils peuvent vraiment se poser ou quelles questions, en tant que parents, on peut leur poser pour les aider justement à poser justement des actes qui vont arrêter ce harcèlement? Ou est-ce qu'il faut qu'ils viennent voir spécifiquement une thérapeute voilà. Moi, je pense que déjà, donc c'est pour ça qu'il faut comprendre où se situent les faits de harcèlement, quand, comment, qu'est-ce qui est dit exactement, qui est présent, la personnalité du harceleur, enfin, un peu comme si on voyait une vidéo, quoi. Il faut vraiment qu'on soit dans le concret, et c'est très difficile parce que parfois ils n'ont pas envie d'en parler. Parce que c'est trop douloureux, parce qu'ils ont honte, parce que ça leur fait de la peine, enfin, et puis aussi parce qu'ils ont peur qu'on fasse n'importe quoi. Je le redis parce que c'est important que les parents l'entendent bien. Et à partir de là, on va élaborer une stratégie sur mesure où on va aider en fait l'adolescent à faire exactement l'inverse de ce qu'il faisait jusqu'à présent. La plupart du temps, c'est relativement monotone. Ils disent rien, ou ils disent arrête mollement, ou ils pètent les plombs. Il y a des adolescents qui pètent les plombs, qui se mettent à vraiment perdre le contrôle au fond émotionnel, comportemental, ce qui excite beaucoup les harceleurs parce que c'est très marrant de faire péter les plombs à quelqu'un. À un enseignant, c'est plus marrant encore, mais si on peut le faire faire à un camarade, c'est intéressant aussi. Et donc, à partir de là, on va aider l'enfant
à faire strictement l'inverse de ce qu'il a fait jusqu'à présent, avec les 2 piliers dont je parlais tout à l'heure, c'était autodérision et capacité à ridiculiser la posture du harceleur. Juste un petit mot sur le cyberharcèlement. Oui. C'est une forme aussi de harcèlement qui est presque plus sournoise. Oui, alors, tout à fait. Donc, en fait, c'est quelque chose surtout d'extrêmement vertigineux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est harcelé au-dessus de tout le monde, de gens qu'on ne connaît pas. Ça peut rester en plus comme une espèce de stigmate comme ça sur les réseaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très violent sur un plan quantitatif, on va dire, d'intensité de la souffrance. Mais il ne faut pas se tromper. Ce sont exactement les mêmes modalités. C'est-à-dire que c'est une modalité supplémentaire pour asseoir une popularité et pour voir quelqu'un souffrir en fait et se débattre. C'est même ça, encore une fois, l'ingrédient. Donc, c'est important aussi de bien comprendre que nous, on n'a pour l'instant jamais reçu d'adolescents qui ne soient que cyberharcelés. C'est-à-dire que c'est une modalité supplémentaire en fait. Autrement dit, et ça c'est intéressant, c'est que si on coupe l'adolescent de tous les réseaux, il va continuer à se faire harceler dans la cour, dans le bus, etc. Donc c'est vraiment pas une bonne idée, enfin c'est pas suffisant du tout. Ce qu'il faut, c'est bien sûr modifier la structure de la relation.